Chers abonnés d'Odyssée d'Histoire, bienvenue dans cette exploration passionnante autour d'une des figures les plus fascinantes de l'Antiquité. Cléopâtre VIIe, dernière reine de l'Égypte lagide. Était-elle simplement une reine séduisante, manipulatrice et connue pour ses amours célèbres avec Jules César et Marc-Antoine, ou bien une stratège politique d'une intelligence redoutable, capable de naviguer avec brio au cœur des tumultes d'une époque dominée par Rome? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les détails de son règne pour comprendre qui était vraiment cette femme extraordinaire. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes essentiels pour former cette belle et forte communauté de passionnés d'histoire. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo, car j'aime savoir jusqu'où voyagent nos récits. Cléopâtre est née en 69 avant Jésus-Christ, dans une dynastie macédonienne, les Lagides, fondée par Ptolémée Ier, l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Dès le début, elle se distingue par un trait qui n'est pas commun dans sa lignée. Elle parle l'égyptien, ce qui témoigne de son profond attachement à son royaume. À une époque où la plupart des Lagides se contentèrent de régner sur l'Égypte sans s'imprégner de sa culture, Cléopâtre choisit d'incarner le rôle de pharaon et d'unir deux traditions, celle de son héritage grec et celle de la riche civilisation égyptienne. Mais cette compréhension culturelle est bien plus qu'un geste symbolique. Elle reflète une stratégie politique claire. Se positionner comme une souveraine légitime aux yeux de ses sujets, consolidant ainsi son pouvoir dans un royaume en déclin économique et en proie aux tensions internes. Cependant, ce n'est pas seulement sur la scène locale que Cléopâtre montre son habileté. Très jeune, elle comprend que l'avenir de son royaume dépend de sa capacité à naviguer entre les intérêts des puissances étrangères, en particulier la République romaine, qui étend alors son influence sur le bassin méditerranéen. Lorsqu'elle monte sur le trône en 51 avant Jésus-Christ, l'Égypte est dans une position vulnérable, menacée par des troubles internes, affaiblie par des crises financières et sous la pression constante des ambitions romaines. Cléopâtre ne recule pas devant ces défis. Au contraire, elle s'engage dans une stratégie audacieuse pour garantir l'indépendance de son royaume, en s'alliant avec les hommes les plus puissants de son temps. Mais ces alliances, loin d'être de simples intrigues romantiques, sont avant tout des calculs politiques. Prenons le cas de sa relation avec Jules César. Lorsque Cléopâtre rencontre César en 48 avant Jésus-Christ, elle est dans une situation critique. Exilée par son frère et rival Ptolémée XIII, elle doit non seulement reconquérir son trône, mais aussi assurer la stabilité de son règne face aux menaces internes et externes. En nouant une alliance avec César, elle parvient à rétablir son pouvoir en Égypte grâce à l'appui des légions romaines, mais elle voit au-delà du court terme. En se présentant comme l'épouse non officielle de César et en ayant un fils avec lui, Césarion Cléopâtre cherche à établir une connexion durable entre Rome et l'Égypte, tout en consolidant sa position en tant qu'allié incontournable de la République. Elle investit également dans des projets culturels et politiques visant à faire de son règne un symbole de prospérité, utilisant à son avantage le prestige que lui confère son association avec César. Après l'assassinat de César en 44 avant J.C., Cléopâtre montre une fois de plus son habileté stratégique en s'alliant avec Marc-Antoine, l'un des membres du second triumvirat. Cette alliance, souvent réduite à une tragédie amoureuse, est en réalité une étape clé dans sa lutte pour préserver l'indépendance de l'Égypte. Avec Marc-Antoine, Cléopâtre forme une coalition qui vise à contester la domination d'Octavien, futur empereur Auguste. Ensemble, ils rêvent d'un empire oriental qui rivaliserait avec Rome. Cléopâtre apporte non seulement des ressources financières et militaires, mais aussi une vision politique audacieuse. Elle se présente non seulement comme une reine, mais comme une déesse vivante, incarnant Isis, ce qui lui permet de mobiliser un soutien populaire tout en renforçant son autorité auprès de ses alliés. Malheureusement, les ambitions de Cléopâtre se heurtent à la réalité de la puissance romaine. La défaite de la flotte égypto-romaine lors de la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ marque la fin de ses espoirs. Pourtant, même dans la défaite, Cléopâtre reste fidèle à sa vision.
Refusant d'être capturée et exhibée comme un trophée lors du triomphe d'Octavien, elle choisit de mettre fin à ses jours en 30, avant J. passé, dans un geste qui incarne son refus de soumettre l'Égypte à une domination étrangère totale. Ce dernier acte, bien que tragique, est aussi un testament de son caractère indomptable. Merci d'être encore avec moi, chers passionnés d'histoire, alors que nous approfondissons cette fascinante question sur Cléopâtre. Si l'on s'arrête un instant pour examiner la façon dont l'histoire et les légendes ont traité son héritage, il est frappant de constater à quel point cette reine est souvent réduite à des stéréotypes. Une femme séduisante, manipulatrice, qui aurait conquis les hommes les plus puissants de son époque grâce à sa beauté. Mais est-ce là une vision juste de la dernière reine d'Égypte? Je dirais que non, et nous allons voir pourquoi, en analysant non seulement son action politique, mais aussi la propagande qui a façonné sa mémoire. D'abord, revenons sur sa capacité à s'adapter à un monde en constante évolution. Cléopâtre n'était pas seulement une reine entourée de fastes, elle était une véritable technicienne du pouvoir. Son règne ne se limite pas à ses relations avec César et Marc-Antoine. Il inclut aussi une gestion complexe de son royaume, avec des réformes économiques, des négociations diplomatiques habiles et un sens aigu de la géopolitique. Par exemple, saviez-vous que sous son règne, l'Égypte a maintenu une relative prospérité économique malgré les nombreuses guerres qui secouaient la Méditerranée? Cléopâtre a consolidé les infrastructures de son royaume, renforcé le commerce maritime et utilisé la richesse naturelle de l'Égypte, notamment le blé, comme un outil diplomatique pour négocier avec Rome. À l'époque, l'Égypte était le grenier à blé du monde méditerranéen, et Cléopâtre savait exploiter cette position stratégique. Elle comprenait que la survie de son royaume dépendait de sa capacité à équilibrer les forces entre les élites égyptiennes, les colons grecs et les ambitions romaines. Mais comment expliquer que malgré tout cela, elle ait été réduite à une figure de tragédie romantique dans l'imaginaire collectif? C'est là que la propagande d'Octavien entre en jeu. Après la bataille d'Actium et le suicide de Cléopâtre, Octavien, futur empereur Auguste, avait besoin de justifier sa conquête de l'Égypte auprès du peuple romain. Pour ce faire, il dépeint Cléopâtre comme une menace étrangère, une femme rusée qui avait corrompu deux des plus grands hommes de Rome, César et Marc-Antoine. Dans la vision qu'il impose, Cléopâtre n'est plus une souveraine complexe et stratège, mais une ennemie de la civilisation romaine, une femme dangereuse et manipulatrice. Cette propagande est reprise par les écrivains romains comme Horace et Virgile, et plus tard par Shakespeare, qui immortalise cette vision dans Antoine et Cléopâtre. Ainsi, l'histoire de Cléopâtre devient une tragédie amoureuse destinée à souligner la grandeur d'Auguste et de l'Empire romain. Mais derrière ce voile de propagande, nous pouvons redécouvrir la véritable Cléopâtre, une femme qui a défié les attentes de son époque. Contrairement à de nombreuses reines de l'Antiquité, elle ne s'est jamais contentée d'être une figure de second plan. Elle a activement participé à la gestion de son royaume, fait preuve d'une érudition remarquable et maîtrisé plusieurs langues, une rareté à son époque, même parmi les souverains. Son éducation et son intelligence lui ont permis de s'imposer dans des sphères traditionnellement dominées par les hommes, même dans un monde aussi impitoyable que celui de la politique méditerranéenne du 1er siècle avant notre ère. Pourtant, son destin tragique nous montre aussi les limites de cette stratégie. Dans un monde dominé par Rome, un petit royaume comme l'Égypte pouvait difficilement espérer maintenir son indépendance à long terme. Cléopâtre avait beau être brillante, elle jouait une partie presque impossible à gagner. Son alliance avec Marc-Antoine, bien qu'ambitieuse, s'est heurtée à la supériorité militaire et politique d'Octavien. Ce dernier, en utilisant les ressources de Rome et en mobilisant le patriotisme romain contre une reine étrangère, a su exploiter les moindres failles de son adversaire. Alors, que retenir de tout cela ? Cléopâtre était bien plus qu'une simple figure romantique ou une reine excentrique. Elle était une femme de pouvoir, une stratège et une dirigeante visionnaire qui a tenté de préserver l'indépendance de son royaume face à l'empire le plus puissant de son époque. En la réduisant à une caricature, nous risquons de passer à côté de sa véritable importance dans l'histoire.
Elle nous rappelle aussi que le pouvoir, à toute époque, est une affaire complexe où les choix personnels et les contraintes historiques se mêlent de manière inextricable. Alors, Cléopâtre était-elle simplement une reine ou une stratège politique exceptionnelle? La réponse est claire. Elle était les deux. Elle a utilisé tous les outils à sa disposition, intelligence, charme, culture et alliance, pour tenter de protéger son royaume face à une Rome de plus en plus menaçante. Son histoire, à la fois glorieuse et tragique, est un rappel de la complexité des jeux de pouvoir dans l'Antiquité et de la force d'une femme qui a refusé de se laisser définir par les normes de son temps. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et dites-moi, selon vous, Cléopâtre a-t-elle été sous-estimée par l'histoire? En attendant vos réponses, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, pour continuer cette aventure historique ensemble. Et surtout, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, car c'est toujours un plaisir de voir cette passion pour l'histoire nous réunir aux quatre coins du monde. À bientôt sur Odyssée d'Histoire.